Bonjour à tous et bienvenue au Global AI Tour Québec. Pour rappel, le Global AI Tour est un événement communautaire organisé à travers le monde par des communautés passionnées par l'intelligence artificielle, surtout avec les plateformes et technologies Microsoft. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour la communauté de Québec de rejoindre le mouvement et de présenter aussi ces sessions concernant le Global AI Tour. Aujourd'hui, nous aurons deux belles présentations, à savoir la première qui va porter sur la vision par ordinateur avec les services cognitifs d'Azure et qui sera présentée par Lucas de Carly. Ensuite, on aura une seconde présentation qui va débuter à 18h30 et qui sera présentée par Inold Donfa. Cette dernière va porter sur la mise en place d'un pipeline de MLOps avec Azure DevOps et Azure Machine Learning. Sur ce, je vais passer le témoin à Lucas et je vais vous souhaiter bonne présentation. Profitez bien de l'événement. Et aussi, si vous avez des questions, posez les questions lors des démos ou à un certain moment de sa présentation, Lucas va prendre vos questions. Je tiens à signaler que l'événement est enregistré et sera diffusé plus tard sur la page YouTube de .NET Québec. Si vous avez des questions, il y a le volet questions-réponses qui peut être utilisé pour poser vos questions. Sur ce, je vous souhaite bon événement. À toi la parole, Lucas. Merci beaucoup, Ino. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, comme Ino a bien dit, on va parler un peu par rapport à la vision d'ordinateur, de computer vision. Je vais juste partager mon écran avec vous pour bien commencer la présentation. Bon, voilà. Aujourd'hui, on aura 1 heure pour parler d'un sujet qui, normalement, on prend 6 mois, 1 an dans une université. Donc, je vais essayer de parler plus vite, mais aussi d'essayer de partager tous les scénarios pour bien comprendre comment fonctionne la computer vision. D'accord? Bon, on va parler de Computer Vision Explained. Je vais essayer d'expliquer exactement ce qui se passe dedans la boîte noire de Computer Vision, de tous les algorithmes Deep Learning, mais d'une façon plus simple pour éviter beaucoup de mathématiques, beaucoup de numéros et tout ça, et expliquer plus visuel. D'accord? La première chose qu'on doit comprendre, c'est quels sont les modes, comment on va partager notre présentation. Donc, notre présentation, on va parler, désolé, de qu'est-ce que c'est la vision par ordinateur, quels sont les défis. Après ça, on va comprendre qu'est-ce que c'est le CNN dans le titre, les Convolution Neural Network. Et on va ouvrir cette boîte noire pour voir qu'est-ce qui se passe avec chaque moment là-dedans qui fait la machine comprendre une image, qui fait une machine faire une détection, une segmentation, une interprétation de cette image. On va comprendre bien comment se passe le processing images, aussi et les future images. Qu'est-ce que c'est Computer Vision? J'ai une définition que j'adore. C'est la professeure de Stanford Vision Lab, s'appelle Fei-Fei Li, qu'elle a dit, if you want machines to think, you need to cheat them to see. Si vous voulez que l'ordinateur être capable de penser, d'utiliser le machine learning, tout ça, qu'on parle beaucoup, la première chose qu'on doit faire, c'est enseigner la machine à voir. Et c'est ça notre bout aujourd'hui. Bon, quels sont les challenges, quels sont les défis que la computer vision trouve aujourd'hui? La première chose, c'est la qualité d'image. Et quand je parle de qualité, ici, c'est vraiment, on ne parle pas de pixels. On ne parle pas d'avoir une caméra avec 32 millions de pixels. C'est vraiment toutes les lentilles. Ce sont les lenses de la machine, de la caméra. Donc, il y a des caméras industrielles qui a juste 2 mégapixels,
mais ça coûte 5 000 $ à cause de ces lentilles, de ces lenses qui sont plus claires, avec une plus de qualité. L'autre chose, c'est lights. La luminosité aussi, ça dérange beaucoup comment la machine va comprendre cette image. Après ça, viewpoint. Viewpoint, on parle de toutes les positions qu'on peut trouver les mêmes objets. Donc, après ça, les movement deformation aussi. Les deux ensemble, on peut parler par exemple d'une personne. Une personne qui marche pendant une vidéo ou on prend une photo. Les viewpoints et la déformation de ce mouvement peut déranger beaucoup l'interprétation de cette image. La occlusion. Qu'est-ce que c'est l'occlusion? L'occlusion, c'est quand on a un objet devant notre objet de focus. Disons que vous voulez me voir, par exemple, ici, mais il y a ma main devant moi. Comment la machine va faire le face recognition, par exemple? Ça, c'est un défi. L'autre, c'est la variation d'objets. Par exemple, on a un cellulaire, un iPhone, disons. Je peux enseigner la machine les rectangles là-dedans, c'est un iPhone. C'est un cellulaire, en fait. Mais on a plusieurs formes différentes, plusieurs variations pour dire que les rectangles, les carrés, les cercles, ce sont des cellulaires. Aussi, la camouflage. Si on prend une photo, il y a une personne avec un vêtement qui c'est la même texture du fond, de l'image au complet. Ça, c'est super difficile. Et les optical illusions. Par exemple, on commence par ça. Dans cette image, normalement, je pose la question, qu'est-ce que vous voyez ici? Je crois, normalement, juste 30% des personnes sont capables de voir quelque chose dans cette image. Mais pour vous aider, je laisserai à côté avec une segmentation, les chiens. Donc, comme je disais, juste 30% des personnes peuvent comprendre qu'il y a un chien dans cette image. Maintenant, je pose à nouveau la question, est-ce que vous voyez quelque chose maintenant? Probablement, vous direz oui, vous dites oui. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'entraîner ta neural network dans ta tête, dans ton cerveau. Donc, on a te montré une image, on a fait une segmentation, on a fait un feature extraction, je t'ai montré qu'est-ce que c'est là-dedans, et maintenant tu es capable de comprendre cette image. Mais il y a, comme je disais, des optical illusions. Disons, ces 4 images ici, vous pensez, OK, 4 images différentes, avec 4 couleurs différentes, mais en fait, ce n'est pas 4 images, c'est juste une image qui vient d'une... Il y a vraiment 4 lignes de couleurs différentes pour comme je peux dire ça, pour t'attraper, pour penser que ce sont 4 images, quand on parle en fait d'une seule image. L'autre chose super complexe, c'est le contexte. Si je pose la question, qu'est-ce que vous voyez ici? Tu peux dire, ah, je vois de la télé, la porte, les canapés, etc. Mais aussi, on a les contextes de l'image. Je vois un living room, je vois une salle, quelque chose comme ça. Ça, ce sont les défis qu'on doit comprendre quand on parle de computer vision. Et aussi, lights, par exemple. Si je pose la question, est-ce qu'il y a une différence de couleur entre l'objet A et l'objet B ici? Probablement, vous dites oui, il y a. Mais si je mets une image avec une couleur, tu peux voir que c'est toujours la même couleur, on ne va pas changer ça. Vous pouvez voir qu'il n'existe pas une borne, une edge ici. Il n'y a pas de différence entre les couleurs. Pour aider un petit peu, je peux vous montrer que c'est vraiment la même intensité de la même couleur, les mêmes RGB, disons. Donc, mais c'était ici, peut-être c'était la shadow ici, l'ombre ici. Non. En fait, notre cerveau, il est attrapé pour des petits pièges que l'image nous montre, pour petits pièges que notre cerveau a déjà appris. Disons, est-ce qu'il y a une différence entre les 2 carrés ici du milieu, par exemple, au-dessus et au-dessous? Je dirais aussi non.
c'est toujours le même carré. La même chose ici. Ah, ici, c'était toujours tout droit, mais ici, il y a une petite courbe. Est-ce qu'il y a une différence entre cela et cela? Je dirais aussi non. C'est toujours la même couleur. Donc, ce sont avec ces défis qu'on commence à essayer qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre une image. Bon, avant de commencer à comprendre toute la boîte, qu'est-ce que c'est la boîte? Qu'est-ce que c'est le Convolution Neural Network? Un Convolution Neural Network, c'est vraiment c'est composant de layers, de couches. Chaque couche, c'est un filtre qu'on va faire un convolve, une opération mathématique des matrices pour trouver des informations utiles par rapport à l'image. Donc, on va appeler cette convolution layers de kernels, d'application de kernels dans cette convolution layers, et on va comprendre exactement qu'est-ce qui se passe là-dedans. Bon, ça a commencé tout d'abord à cause de toutes les neurones qu'on a dans notre cerveau. Ça, c'est vraiment, c'est comme une image de notre neuron. Donc, on a des dendrites, des axons terminaux, tout ça. Donc, comment fonctionne? Chaque neuron, il fait une connexion en utilisant tous les axons terminaux ici avec d'autres neurones pour créer la mémoire, pour créer tout l'apprentissage qu'on a aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que les mathématiciens ont fait? Ils ont fait une formule mathématique pour, disons, numériser notre neuron de cerveau. Donc, il a créé une formule mathématique qui est capable de se connecter avec l'autre artificial neurons et apprendre tout ensemble. Donc, la vision, entre guillemets, la vision complète d'un network, d'un neural network, c'est comme ça. On aura toujours notre input layer. On va utiliser plusieurs hidden layers pour trouver un output layers. Et c'est cette boîte noire ici qu'on va parler aujourd'hui avec plus de détails. Bon, ici on a plusieurs genres de neural networks différents. On peut utiliser des perceptrons, ça veut dire deux inputs qui se connectent avec un, des feed-forward où la première est connectée avec la deuxième, qui dans l'input, les deux se connectent avec les deux hidden layers pour trouver les outputs. Les radio bases network, les deep feed forward, par exemple, tout le monde se connecte avec tout le monde. Recurrency neural network, où on revient dans les mêmes layers pour réapprendre, et etc. Mais aujourd'hui, on va parler des convolution neural network. Donc, grosso modo, elle est partagée entre trois étages, disons. La première, c'est juste, on a notre image. La deuxième, on a beaucoup de convolutions ici qu'on appelle les feature extraction, où on va apprendre à prendre chaque feature de chaque image et trouver des informations importantes sur cette image. Et à la fin, on va faire la classification. Si vous connaissez déjà les concepts de machine learning, vous connaissez comment fonctionnent les concepts de train models, test models, etc. pour utiliser un classification model. Et aujourd'hui, on va comprendre exactement qu'est-ce que c'est un subsample, une convolution, full connection neural network, etc. Donc, une image plus simple, c'est comme ça. On va mettre une image, on va trouver toutes les features importantes. Pour trouver, disons, dans ce cas-là, il a trouvé 1000 features qui pouvaient dire, OK, avec ces 1000 features, si je suis capable de trouver une autre image qui a les mêmes 1000 features ici, je suis capable de dire que c'est une image d'un chat. Grosso modo, c'est ça. Aussi, on peut ajouter des neural networks différents pour faire d'autres choses. Par exemple, quand on fait un CNN, on fait juste la classification d'images. Donc, on va trouver tout ça pour dire, OK, cette image, il y a une personne. Parfait. Je sais qu'il y a une personne, mais je ne sais pas où ou rien. D'autres choses qu'on peut faire, on peut ajouter un recurrency neural network, par exemple, pour reconnaître toutes les features, mais aussi s'en servir de l'RNN pour écrire une légende pour cette image. Disons, a man in black shirt and playing guitar. Je sais qu'il y a un black shirt ici, je sais qu'il y a une guitare,
Je sais qu'il y a une personne. Maintenant, je vais utiliser l'RNN pour créer ma phrase. Mais pour qui je dois savoir ça? Pourquoi je dois comprendre tout ce que tu vas parler? Parce que si vous voulez travailler avec un CNN aujourd'hui, il faut que tu comprennes qu'est-ce que c'est toutes les hyperparameters. Donc, combien de filtres on va utiliser, quelle est la taille de filtre, quelle est l'architecture de network qu'on va utiliser pour configurer notre modèle et avec ça, entraîner notre modèle pour être capable de reconnaître les images. D'accord? Bon, on commence la diversion, les fins. La première chose que tu dois comprendre, c'est pour la machine, il n'existe pas les yeux. Donc, on doit convertir l'image en numéro mathématique pour utiliser avec notre artificial neural. Donc, on doit dire que l'image, c'est une fonction. Comment ça, Lucas? Je vous explique. Mettons cette image ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit morceau de cette image. Vous pouvez voir chaque pixel de cette image ici. Et on va convertir ça en une matrice d'intensité des couleurs. Une chose super importante de dire, c'est que c'est super important de travailler avec des images en grayscale. Vous allez comprendre pourquoi tantôt, mais dans ce cas-là, par exemple, on a une image en grayscale, noir et blanche, et dans cette matrice ici des pixels, on a converti pour dire, écoute, ce premier pixel ici, c'est juste 0,92. Entre 0 et 1 d'intensité, où 0 c'est noir et 1 c'est blanc. D'accord? Bon, et voici une image, par exemple, si on a une image 8 bits ici, en grayscale, la conversion, ça c'est là comment la machine voit l'image. D'accord? Bon, on continue. Donc, je vais montrer quelques fonctions mathématiques, mais c'est juste pour expliquer quelque chose, mais on ne va pas utiliser beaucoup, d'accord? Donc, la fonction mathématique que la machine utilise, c'est toujours une fonction où il y a les ranges de la taille, de le width, les ranges de height et les ranges de intensité de cette image. Mettons, on a cette image ici, cette image en grayscale. Je connais les axes X, les axes Y, et voici un point super important, différent du plan cartésien. Les X, Y, c'est au contraire. X, c'est à droite, normal, mais Y, c'est un point vers bas, au contraire. D'accord? Donc, les premiers pixels d'une image, c'est toujours un nœud à gauche. OK? Donc, quelles sont les informations qu'on connaît d'ici? On connaît les ranges de width, de height, on connaît les ranges de width, donc on connaît l'area de notre image. Quelle est la fonction de cette image, par exemple? Si je sais que l'intensité, par exemple, elle peut varier entre 0 et 10 ou 0 de 155, par exemple, mais dans ce cas-là, de 0 à 10, quelle est la fonction mathématique? C'est simple. La fonction, c'est un range entre 10 et 330 versus un range de 15 et 1278 pour une intensité de 0 à 10. Ça, c'est super important de connaître pour commencer à travailler les images, d'accord? Donc, voici une image, par exemple, mais dans ce cas-là, c'est une image avec la couleur. Quelle est la différence ici? Une fois que je demande mon pixel, il va me répondre avec une matrice de 3 couches différentes. Mon red, mon blue et mon gris, mon RGB. Pour expliquer un peu mieux ça, notre fonction mathématique maintenant, elle vient la même chose, les points X, Y dans les points de localisation de l'image, il va me retourner quelle est l'intensité de couleur dans la couche rouge, dans la couche green et dans la couche bleue. Donc, avec une image de couleur, on parle d'une layer de 3 couches. C'est une image qui a une taille de, disons, 50 por 100 avec 3 couches différentes. Les 3 couches, ce sont les intensités red, green, blue. Oups, désolé. Par exemple, ici, c'est la réponse au complet d'une image. Bon, maintenant, j'imagine que vous êtes capable de comprendre pourquoi on ne s'en sert pas de
des images avec des couleurs, on préfère utiliser des images avec Grayscale. Pourquoi? Parce que sinon, on va utiliser 3 fois des mémoires pour armazener, sauvegarder les fonctions, les bits de toutes les images avec toutes les fonctions des images. D'accord? Bon, on commence pour faire les process images. Qu'est-ce qui arrive avec les process images? Les process images, voici une image, on a 2 images, par exemple, sont la même taille, ça veut dire 500 por 320, avec un range de 0 à 255. Donc, si on fait une addition ici, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre un pixel d'une image qui c'est la même position d'autres pixels et on fait quoi? On ajoute les informations. C'est simple comme ça. Et voilà les résultats. Voyez ici que c'est super blanc et on va comprendre pourquoi. La même chose si on fait la subtraction de ces images, on a une image plus foncée. Pourquoi? Voici les résultats qui vont expliquer ça. Disons que maintenant, on va faire un average. On va trouver les moyennes, les valeurs moyennes d'un pixel. Disons qu'on prend un pixel ici, un pixel ici. Mathématiquement, on va faire quoi? On va ajouter les 2 pixels et après ça, on va diviser par 2 sur 2. D'accord? Et on fait faire aussi, on peut juste prendre les pixels sur 2 plus l'autre pixel sur 2. Je pose la question, est-ce que c'est la même chose? Non. Mais pourquoi, Lucas, c'est pas la même chose si l'ordre de tous les numéros ne vont pas changer les résultats? Si on parle des mathématiques, non. Mais on parle d'un ordinateur, on parle des bits and bytes. Donc, la première chose qu'on doit faire, donc, on a une image ici, voici un pixel qui a une intensité de 183 avec un pixel d'intensité de 152. Si on fait la première opération de dire, OK, prendre ces pixels sur 2, le résultat c'est 1. Prendre le deuxième pixel maintenant sur 2, quel est le résultat? 92 plus 76, on trouve les pixels maintenant, il a une intensité de 168. Mais si on fait l'addition au début, disons 183 plus 152, qu'est-ce qui arrive? On a un numéro de 335. Voilà les détails. Toutes les images sont de type uint8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un bit de 255. Il ne peut pas armazener, il ne peut pas sauvegarder une information avec 335. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper au maximum, c'est 255. Donc, le résultat maintenant sera sur 228. Et voilà la différence. C'est pour ça que quand on avait fait l'addition, on a vu une image plus blanche, parce que tous les pixels ont dépassé 255, on a mis tout comme 255, les blancs. Et quand on avait fait la subtraction, on a vu les plus foncés parce que c'était les zéros. Bon, image filtering. Maintenant, on commence la partie plus intéressante. L'image filtering, c'est vraiment tous les kernel matrix qu'on avait parlé. Donc, qu'est-ce que c'est un kernel matrix? C'est littéralement une matrice. Dans ce cas-là, le kernel de 3 par 3, on a 3 pixels par 3 pixels, chaque pixel les valeurs de 1. Et on va faire après ça en division sur 9. Comment fonctionne ça? Je vous explique. Disons, ici à gauche, on a une image. Vous pouvez voir que c'est une image où chaque pixel, c'est 10 par 10, si je ne me trompe pas, 3, 6, 10 exactement. Et on a des pixels 0, c'est les noirs, jusqu'à 90, que c'est les blancs. Bon, comment on va utiliser les kernels? Qu'est-ce que ça veut dire la convolution? Convoler. On va juste prendre un carré 3 par 3. Une fois que notre pixel ici, c'est 3 par 3, on va multiplier chaque pixel pour sa position 0 par 1, 0 par 1. Après ça, on prend les résultats et on fait la division sur 9. Quel est le résultat ici? 0. Après ça, on va faire un stride, on va bouger jusqu'à droite. On va prendre notre 9 pixels ici. On va faire les mêmes opérations mathématiques. On va trouver l'average. Et on continue avec tous les pixels. Donc, qu'est-ce qui s'arrive, par exemple, si on arrive ici? On a
90 fois 1, 90, 0 fois 1, 0, 90 fois... Donc, on a la même chose. Le total ici, c'est 450. On fait la division sur 9. Quel est le résultat? 50 de notre pixel. La même chose ici. On a 810. On fait sur 9. On a 90. Donc, voilà les résultats. Qu'est-ce que vous avez aperçu maintenant? Ça, c'était l'image au début. Ça, c'est l'image maintenant. Semble être plus smooth. Tu peux voir que l'image elle commence plus foncée ici, mais elle finit pour être plus blanche. Donc, ça, c'est l'application de la convolution. Convolution, en fait, c'est juste appliquer des kernel matrix sur chaque pixel pour trouver un output matrix qui c'est notre nouvelle image. Les kernels sont super connus. Plus connus, ce sont des edge detection pour trouver toutes les détections de bord ici, les sharpening pour aiguiser, pour laisser l'image plus belle, disons, les blurs, c'est ça qu'on vient de faire. Donc, on vient d'utiliser les box blur ici, les box filter, et on connaît aussi les Gaussian blur, et c'est sur les Gaussian blur qu'on va parler tantôt. Bon, les box filter, comme j'avais te montré, c'est juste prendre l'average au pixel central, c'est l'average de tous les pixels autour. Donc, ça, c'est une image. Après utiliser les kernels, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ça, une image smoothed, blurred. D'accord? Mais ce n'est pas une bonne image, c'est carré. Ce n'est pas smoothed. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appliquer un filtre Gaussian. Les Gaussian, c'est juste pour dire, écoute, pour chaque voisin, on va diminuer, on va subtraire pour trouver une chose plus circulaire, disons. On va multiplier par 4 les pixels centrales, mais les plus proches par 2 et les plus loin par 1. Et après ça, on fait la division sur 16 parce que ce sont 16 des valeurs ici. Donc, les box filtres, c'est plus carré comme ça. Si on applique les Gaussian filtres, c'est plus circulaire. C'est ça qu'on trouvera. D'accord? Bon, autre chose importante de connaître, c'est les noise. Qu'est-ce que c'est les noise? Les noise, c'est juste prendre un pixel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer par un numéro randomique. Le numéro randomique, c'est juste la taille de l'image. Disons, la fonction, je sais que la taille, c'est de 0 à 500. Donc, random 0 à 500 pour trouver un numéro quelconque. Et on va multiplier par sigma. Je vais expliquer ce que c'est sigma tantôt. Donc, ça, c'est le noise. On ajoute les noise à notre image. Et voilà les résultats. Donc, on avait une image ici. On a appliqué les noise qu'on appelle des salt and pepper. Et voilà les résultats noised. Et qu'est-ce que c'est les sigma, Lucas? Plus haut les sigma, plus granulé notre image. Pourquoi c'est important de savoir ça? On découvrira tantôt. Bon, quelle est la différence donc entre corrélation et convolution? Donc, si on fait la même chose ici, on fait des correlations ici, voilà. En fait, désolé, j'ai un erreur ici, je vais corriger, c'est des convolutions, d'accord? Si on fait la convolution ici, les résultats, vous pouvez voir que c'est au contraire de notre image, c'est l'inverse de notre image, d'accord? Donc, la différence entre la corrélation et la convolution, on va changer les signaux mathématiques ici, on va changer les kernels, mais en fait, la convolution, c'est la même chose que la corrélation avec 180 degrés de rotation de notre kernel, d'accord? Bon, mais Lucas, la première image que tu avais fait, tu as appliqué les filtres ici, on a laissé les bords ici vides. Tu les vois? Donc, ça, c'est le concept qu'on appelle des boundary issues. Et pour ça, on doit, chaque fois qu'on va faire un CNN, on doit dire quel est le boundary issue que je vais travailler. Par exemple, disons que ça, F, c'est la fonction, d'accord? C'est l'image. G, c'est notre kernel. Et ce point blanc ici, c'est notre résultat, notre output. Donc, si on utilise les boundary issues full, qu'est-ce qui arrive? Lorsque notre kernel touche l'image, on fait les calculs, mais notre résultat sera plus grand que l'image originale. Si on fait le same, disons, prendre la moyenne ici, la moitié ici, et faire les calculs, on aura le résultat la même taille. Mais est-ce que c'est la bonne? Parce que l'average ici, c'est différent.
parce que j'ai calculé juste avec les 3 qui existaient, les autres n'existaient pas. Et c'est là que j'avais utilisé, c'est les valides. Donc, mon kernel était dedans l'image, mais les résultats, c'était plus petit. Donc, normalement, on utilise les valides, mais qu'est-ce qu'on va faire pour fixer ça? On va utiliser les concepts des boundary issues. Bon, on peut faire, par exemple, les clip filters. Qu'est-ce que c'est les clip filters? Je vais juste ajouter des pixels 0 ici, tout noir. Mais quel est le résultat? Tu peux voir que la borde, c'est toujours noir. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc, OK, qu'est-ce que je peux faire? On peut utiliser le concept de wraparound. Je vais prendre l'image d'ici au-dessus, je vais mettre au-dessous, au-dessus, au-dessus, au-dessous, tout le vert, gauche, droite, droite, gauche. Mais si on a une image comme ça, qu'il a 2 couleurs différentes, qu'est-ce qui arrive? On va voir ici qu'il y a des points rouges qui n'existaient pas dans l'origine. Donc, c'est aussi pas la bonne chose à faire. Normalement, il y a plusieurs gens qui utilisent le concept de copy edge. Qu'est-ce que c'est le copy edge? On va prendre les derniers pixels de notre image et on va continuer toutes les bordes avec les mêmes pixels. C'est pas mal bon, ça fonctionne, mais c'est aussi pas la bonne chose. Pourquoi? On a un sinusoïde, disons, ici, je vais mettre un P. On a notre sinusoïde mathématique ici, qui fait la variation des couleurs de notre image. Une fois qu'on va continuer les mêmes pixels, notre sinusoïde sera comme ça. Donc, la fonction mathématique ici ne sera pas la bonne encore, parce qu'on a changé la variation. Donc, quelle est la meilleure chose qu'on peut faire ici? C'est d'utiliser les symétriques ou les concepts de réflexion. On va juste faire comme un miroir. On va reproduire chaque pixel. Si on a un espace, un boundary de 6 pixels, on prend les 6 derniers pixels, on fait l'inverse et on ajoute ici. D'accord? Tu peux voir maintenant que les bords de l'image seront très mieux. D'accord? Donc, l'autre chose, c'est juste pour mémoriser toujours qu'on parle de blur, qu'on parle de Gaussian filter, de box filter. Et cette image, j'adore aussi raconter l'histoire que c'est une image qui c'était la plus connue quand on parle de computer vision, parce que c'est Lena, en 1972, si je ne me trompe pas, c'était un playboy. Donc, une personne d'université a pris cette photo, a pris ce visage pour commencer à travailler. Ces visages pour commencer à travailler. D'accord? Bon, on continue. On parle maintenant de Convolution Neural Network. Si on applique les concepts de filtre normal, on a toujours la même image. Si on applique les kernel matrix avec un pixel droit, ça veut dire qu'on va déplacer à gauche, un shifted pixel à gauche. Si on applique le sharpening, qu'est-ce que c'est le sharpening? On va prendre les pixels centrales x2 moins l'average de ses voisins. Donc, le résultat, c'est une image, voilà, plus détaillée. Voici un autre exemple plus détaillé. Pourquoi c'est important de comprendre ça, les gars? Parce que ce sont tous les filters qui vont faire les layers de notre CNN. D'accord? Vous vous souvenez que j'ai parlé sur noise? Par exemple, voici un exemple de noise. On a un pixel, il est ailleurs. Il ne suit pas les voisins, l'average des voisins. C'est vraiment un noise. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Une autre chose importante, c'est au lieu d'utiliser l'average partout, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver des pixels qui sont noise et utiliser les median filtres pour remplacer pour la median. D'accord? C'est un concept de anti-noising, qu'on dirait. D'autres choses qu'on fait aussi, d'autres filters, d'autres kernels qu'on utilise, le concept de template matching. Qu'est-ce que le template matching fait? Par exemple, on a ici une image, on a un template, et la question c'est, est-ce que mon ordinateur peut dire, parmi ces images ici, laquelle est la bonne que j'avais choisie? Existe un algorithme qui s'appelle Max Correlation of the Sum. Donc, on va faire la corrélation entre les pixels de chaque image avec cette image ici pour trouver lesquels ont la corrélation plus forte. Donc, si on fait un plot chart des résultats, c'est ça qu'on trouvera. On trouvera des images avec des points plus forts ici, mais regarde, à droite ici, c'est le plus fort, c'est le plus
bright, les plus blancs. Donc, ça veut dire que c'est exactement ici les templates que je trouvais. D'accord? Un exemple, comment on fait ça? Where is Waldo? Si on a un template ici, on applique sur une image, on fait le correlation matrix of sum, voilà les points, voilà exactement où se trouve Waldo. Mais quel est le problème? Tout d'abord, c'est que pour trouver une image ici, pour trouver un objet, je dois avoir un template de cet objet. Ce n'est pas toujours un template de l'image qu'on doit trouver. Est-ce que ça fonctionne avec des images not identical, ne sont pas la même? Oui, mais ce n'est pas la bonne chose. Dans ce cas-là, on est capable de trouver qu'il y a pas mal de mêmes choses. Donc, les edges ici, les lignes sont pas mal pareilles, mais ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas comme ça qu'on va s'en servir. Mais ça, c'est un filtre intéressant pour utiliser dans notre CNN. L'autre chose plus intéressante sont les edges. Quels que sont edges? Edges pourraient être une variation de couleur comme ça, une variation de luminosité comme ça, une variation d'espace comme ça, une variation physique comme ça, parce qu'il y a vraiment une courbe ici. Donc, un edge, c'est vraiment une place où on a un changement rapide d'intensité. Par exemple, dans cette image ici, blanc, noir, blanc, si on fait une visualisation, tu vois, il y a une image, un changement super rapide entre les blancs, 1255, 0, 0, 1255. Donc, on va appliquer une mathématique pour faire ça. Un exemple pour trouver des edges, avant de faire la chose qu'on avait fait, c'est d'utiliser Sobel. Sobel, par exemple, c'est un kernel comme ça qu'on va multiplier les valeurs à gauche positifs et la droite négative pour trouver toutes les vertical edges. Voilà, je peux trouver toutes les lignes qui sont verticales, qui vont de gauche à droite, ou droit à gauche. La même chose, je peux faire le kernel au contraire, pour faire l'horizontale. Maintenant, je peux voir le nez ici. Regarde la différence des lignes. D'accord? Donc, ça, c'est l'application de Sobel pour trouver les edges. Mais, trouver les edges quand on a des noise, ce n'est pas la bonne chose. Et c'est pour ça que j'ai expliqué le concept de median filter. Parce que si on a une image avec des noise, on doit faire un smoothed avant de commencer à faire les edges. Donc, c'est ça qu'on va comprendre dans l'algorithme. Donc, on a une image ici, on doit faire les smooth first. Donc, on prend notre kernel, on applique sur notre image, on fait une convolution, on va trouver la différence plus grosse d'image. Peut-être, ça sera un edge. Comment on va être sûr de ça? Au lieu d'utiliser le kernel, la dérivative du kernel, on va utiliser la 12e dérivée. Désolé. La 12e dérivée, the second derivative. Donc, la différence entre la première dérivée et la 12e dérivée, c'est que tu peux voir qu'il y a une continuation. Donc, on va avoir une slope ici, un gap, qui en appliquant sur notre image, on va trouver une différence plus grande. Au lieu de positif vers 0, sera positif vers négatif. Donc, ça, dans un concept mathématique, c'est l'edge. Donc, le Kenny Edge Operator, qui c'est le plus connu, qu'est-ce qu'il va faire? Grosso modo, réduire le noise, appliquer la gradient calculation qu'on vient d'apprendre, utiliser les non-maximum suppression, double threshold et edge tracking by hysteresis. Je vais expliquer super vite ça aussi. Donc, voilà une image. On va appliquer les noise, on va enlever les noise en appliquant les smooth, et après ça, on va faire les gradient detection. Ça, c'est l'image. Donc, on va non maximum suppression. Voilà, j'ai une image ici, il y a des gray colors partout. On va laisser plus noir pour vraiment trouver juste les lignes. Et après ça, on va appliquer les concepts de thin. Qu'est-ce que c'est le concept de thin? C'est, je vais expliquer. Voilà la ligne comme ça, par exemple. Cette ligne, elle est plus grosse. Qu'est-ce que le concept, l'algorithme va faire? Il va prendre cette ligne, il va trouver le maximum numéro ici pour avoir une variation entre 1250 et 1255. Il va trouver, par exemple, le 1255. Il va couper le reste pour laisser les lignes plus thin. D'accord?
Donc, voilà les résultats. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Tu peux voir, la ligne, elle n'est pas complète parce qu'en utilisant les non-maximum suppression value, on a coupé les lignes. Donc, le hysteresis, qu'est-ce qu'il va faire? On va appliquer un high threshold pour détecter les strong edges. Et après ça, on va appliquer aussi les low threshold pour trouver les points faibles. Et on va utiliser le concept de si les low threshold, la ligne faible, elle est une continuation de notre strong edge, on le laisse, on ne les supprime pas. Donc, maintenant, on a une image plus détaillée. Si vous voulez étudier un peu concernant ces concepts, vous pouvez comprendre un peu par rapport au Fourier transform, comment on fait la sinusoïde en numéro, les anti-aliasing et les aliasing, c'est super cool ça. Comprendre les concepts de caméra, focus, field views, lenses, réflexion, luminosité, etc. Mais bon, on continue, on n'a pas beaucoup de temps. Matching, qu'est-ce que c'est le matching? Maintenant, on va faire les detective features dans une image, par exemple, pour faire le concept de panorama. On a une image ici, qu'on va détecter toutes les features dans une image, en utilisant tous les kernels qu'on vient d'apprendre. Et après ça, on va faire la liaison entre les images pour l'ajouter, comme fonctionne dans notre caméra de cellulaire aujourd'hui. Important de savoir, c'est que tous les points doivent être les mêmes. Sinon, il n'y a pas de matching. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est des good features? Bon, la première chose, elle ne peut pas changer à cause d'une photométrique ou d'une géométrique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si on change la luminosité, elle ne peut pas changer la feature. Par exemple, elle doit être distinctive en sa description, dans sa description. Je vais expliquer ça aussi. On doit avoir pas beaucoup de pixels pour dire, c'est pas une feature qui occupe 1 million de pixels, mais toujours le minimum possible. Et aussi, il doit être dans une localisation que la occlusion ne va pas déranger, d'accord? Donc, voilà comment Harris Detector fonctionne. Il va juste calculer les Gaussian. Après ça, en mon matrix M, on va trouver les corners. Donc, comment fonctionne ce concept de corners? Juste pour vous expliquer super vite ici. Disons qu'on a un corner ici. On va appliquer un pixel et on va voir qu'il y a une variation. Ici sera toujours négatif, bas, parce que ce sont noirs, disons. Mais ici sera toujours super positif parce que ce sont des blancs. Donc, ça veut dire qu'il y a un corner ici. Si on prend une image comme ça, on a toujours horizontal ou vertical, ce sont des edges. D'accord? Bon, voilà un exemple visuel. On a une image, on va appliquer les R, la fonction R. Avec ça, on est capable de trouver l'effet de non-suppression pour trouver le threshold R. Et après ça, trouver toutes les edges. D'accord? Mais, OK, une fois que j'ai trouvé les edges, on doit faire attention à une chose. Par exemple, ces edges ici, où ils se trouvent là? Je ne sais pas. Parce qu'on a changé la position de cette image. Donc, on doit utiliser le concept de SIFT, Scale Invariant Feature Transform. Ça veut dire que notre feature, elle doit être on est capable de reconnaître cette feature, peu importe la position, la taille, la grandeur, etc. Comment on va faire ça? On va utiliser le concept de SIFT pour utiliser des Gaussian par plusieurs images, un Gaussian sur l'autre Gaussian sur l'autre Gaussian, faire la réduction, la différenciation des Gaussian, et après ça, on va diminuer, on va réduire l'image et faire la même opération. Donc, on a une image ici, on applique les Gaussian encore une fois, on applique les Gaussian encore une fois, on applique les Gaussian encore une fois. Après ça, la différence entre les Gaussian ici, c'est ces résultats, entre les deux, ces résultats. Après ça, on va réduire la taille. Donc, avec ces images ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis capable de trouver des bonnes features, qu'elles sont invariantes, peu importe la position et peu importe la taille. Par exemple, ça, on appelle d'extreme points. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec l'extreme points? Parce qu'il y a plusieurs points ici. La première chose, c'est appliquer un threshold pour dire, OK, ce n'est pas tous les points qui sont vraiment importants. On doit réduire, on a trouvé les thresholds, ça, c'est avec des tests que vous y retrouvez. Et après ça, couper les edges
qu'on connaît déjà. Donc, après ça, tous ces points sont vraiment des good features capables de découvrir un objet, peu importe la grandeur. D'accord? L'autre chose, c'est les shift descriptors. Donc, je sais qu'il peut changer de position, de rotation. Donc, je dois faire une description de cette feature pour dire peu importe la position, la description. Donc, voilà une image, par exemple, de cette voiture ici. La feature, elle est changée de position et de scale, de grandeur. Mais je vais faire une description pour dire, écoute, c'est toujours la même feature, peu importe la position. Comment on va faire ça? Comment on va faire pour reconnaître cette boîte, par exemple, dans cette image ici? Je vous explique. La première chose, c'est de prendre une orientation. Dans ce cas-là, la première chose, je dois trouver quelle est l'orientation de cette image. Comment on fait ça? Par exemple, dans cette petite morceau ici, on a ces pixels. La première chose, c'est ces pixels, par exemple, quelle est la direction de ces morceaux? Voilà, j'ai un gros noir ici, il vers ici, donc les sentiers de ces pixels, c'est vers là, c'est ça, c'est vers là, c'est ça, vers là, etc. Donc, on est capable de trouver la direction de chaque pixel. Après ça, on sait quelle est la direction. Comment on fait ça? Bon, on va faire par bin, on va prendre chaque direction de notre image et on va compter. Ah, écoute, il y a deux à gauche au nord, deux à gauche en bas, etc. Donc, si on fait les graphiques ici, la sinusoïde ici, je sais qu'elle commence ici, elle va terminer ici. Donc, je sais que le point plus important, c'est celui. C'est la direction plus forte, c'est celle-là, par exemple. D'accord? Donc, avec ça, on va utiliser le concept de feature vector. Donc, on prend une feature, on va trouver chaque morceau de 8 par 8, par exemple, on va trouver quelle est la direction. Et après ça, on va faire quoi? On prend 4, ici c'est 4 par 4. Donc, ces 4, quelles sont les directions plus fortes? On met ici. Après ça, les 4 par 4, on met ici. On va réduire dans un concept de key point descriptor de 2 par 2, par exemple, pour trouver exactement quelle est la orientation de mon image. D'accord? Avec ça, je sais que ces features ici, c'est la même que ces features-là. Je ne vais jamais faire de zéro. D'accord? Les problèmes d'occlusion, comment on va résoudre ça? La première chose qu'on doit connaître, c'est que quand on parle de translation, il faut que je connaisse au moins un point, un key feature description. Pour la similarité, 2 points. Pour la affine, 3. Donc, j'ai changé des positions, des rotations et aussi d'angle. Et la 4, les projectifs, je change les 4 côtés de taille. Donc, j'ai besoin de 4 points au moins. Par exemple, dans cette image ici, si j'ai utilisé cette image avant pour trouver les features ici, les feature description, d'accord? Donc, je connais plusieurs déjà. Je pose la question, est-ce que je suis capable de travailler avec une occlusion? Oui. Pourquoi? Parce que, peu importe si j'ai changé la taille, peu importe si j'ai changé la position, j'ai besoin pour, au moins dans un affine, de 3 key features. Je n'ai déjà 3. Donc, avec les 3 key features, je peux faire la liaison entre les points pour trouver mon objet. D'accord? Mais, OK, maintenant, Lucas, je connais super haut, c'est une vision super vite, mais je connais quelles sont les features, quels sont les kernels, comment on peut prendre des informations de chaque image. Qu'est-ce que ça veut dire la neural network? Bon, grosso modo, c'est comme ça. Notre input layer, c'est toujours notre image. Notre hidden layers sont des filters qu'on vient de voir pour avoir les output layers. Dans ce cas-là, par exemple, pour trouver une face, on applique un hidden layer de edges, un hidden layer de combination of edges, après ça, un hidden layer de object models. Je serai capable de trouver l'output ici. D'accord? On a 2 concepts de layers. Les premiers concepts, ce sont des locally connected neural network layers. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a un neural ici qui va compter un morceau d'image. On va travailler avec un filtre différent.
Si on parle de Full Connected Neural Network, et on va parler de ça, on a besoin de parler de ça, ça veut dire qu'on va prendre toute l'image au complet et connecter toute l'image dans un même neurone. Donc, le spatial ratio sera plus grand. D'accord? Je vous explique ça aussi. La boîte noire, c'est comme ça. Disons, on a une image ici, 128, 128, ça veut dire que c'est 128 de 8, 128 de 8, fois 3. Qu'est-ce que c'est fois 3? 3 couches. C'est une image avec couleur. Red, green, blue. On applique une convolution avec une matrice 7 par 7. En fait, out 32, pas 3, je vais expliquer ça tantôt. On va appliquer un ReLU, on va appliquer un pool, on va appliquer l'autre convolution, l'autre ReLU, l'autre pool, 3 fois, etc. On change ici maintenant les kernels pour 3 par 3. À la fin, on utilise les full connect layers pour trouver les scores pour faire la classification de notre image. Donc, qu'est-ce que c'est important de savoir ici? Écoute, une image de 128 par 128 fois 3, c'est une image de 49 550 bits. C'est 49 kilobytes. Donc, si on fait une application d'une matrice 7 par 7 avec 32 filtres différents, on va réussir une image de 524 000 bytes. C'est plus que 10 fois de taille. Oui, chaque fois qu'on commence à appliquer des convolutions ici, on va réduire la taille, mais voilà, c'est super important de comprendre. Un autre exemple ici, convolution, ReLU, pool, convolution, ReLU. Donc, qu'est-ce que c'est convolution, Lucas? Convolution, ce sont toutes les layers qu'on vient d'apprendre. Ce sont des points of understanding, toutes les base sets, toutes les features, toutes les edges, le blur, les maximum suppressions, les R, tous les points importants d'image. D'accord? Les full connect layer, c'est quoi? Les full connect layer ici, c'est une fois qu'on a pris toutes les convolutions après, on va appliquer par un matrix avec 4096 layers différents, d'accord? Filtres différents, pour appliquer un softmax et trouver notre score. Je vais expliquer ça tantôt aussi. Bon, maintenant vous comprenez grosso modo ça, mais qu'est-ce que c'est ReLU, Lucas? ReLU, ça veut dire Rectified Linear Units. Donc, une fois qu'on a une image ici, tout ce qui c'est positif, on laisse positif, tout ce qui c'est négatif, on va changer par 0. Pourquoi, Lucas? Parce que sinon, on va augmenter la distanciation entre les numéros et c'est pire pour travailler avec ça. Donc, ça, c'est un exemple d'une image avec une feature map. Après les ReLU, tu peux voir qu'on a coupé les noirs ici, on a laissé les non-negative values plus importants. Et qu'est-ce que c'est les poux? Les poux, c'est les plus courts. Les poux, c'est vraiment réduire la matrice. Comment? On peut appliquer, c'est les subsamples. Par exemple, on a une matrice 4 par 4 ici, on applique un filtre 2 par 2. Donc, on va prendre ici un filtre 2 par 2. On applique un max pool. Qu'est-ce que c'est un max pool? D'entre ces 4 ici, quel est le maximum value? C'est les 6. Copie là. Stride 2, ça veut dire qu'au lieu de bouger juste un pixel, on va bouger 2. Donc maintenant, dans cela, quel est le maximum? C'est le 8. Dans cela, c'est le 3. Dans cela, c'est le 4. Bon, voilà mon output après un subsample, après un pool. Avec un maximum, avec un sum, avec un average, on peut utiliser plusieurs. D'accord? Les case studies, juste pour expliquer, l'AlexNet, c'est l'architecture, c'est super connu l'AlexNet, mais comment l'AlexNet fonctionne? On a une image ici, c'est une image on va toujours rentrer avec une image de 1227 par 1227 par 3, image de couleur. On va appliquer 96 filtres différents de 11 par 11 avec un stride de 4. Notre résultat sera toujours une image de 55 par 55 par 96 couches différentes de features. Donc, si on fait la compte ici, on a une convolution max pool, on est compté par normalisation, on a conv max pool, conv 3, conv 4, conv 5, max pool, ça veut dire qu'on a 8 layers différents. Donc, notre depth de notre architecture ici, de l'AlexNet, ce sont 8 layers différents. On a pris une image, on a appliqué 96 filtres, après ça, on a réduit de 3 par 3 avec une stride de 2 pour une image, on a un résultat de 27 par 27.
Après ça, on va faire une application d'une convolution de 256 filtres de 5 par 5. Les résultats après les max pour sera 13 par 13 par 250, etc. Jusqu'à avoir une image, c'est un pixel par un pixel, mais 4086 neurones comptés avec 1000 neurones de score. Les softmax, qu'est-ce que les softmax fait? Il va juste convertir les numéros en probabilité et avec ça, on peut faire la classification pour dire, écoute, cette image que tu avais mis, j'ai déjà appris, elle a 1000 filtres, 1000 scores avec un chat, donc je sais qu'on parle d'un chat. C'est comme ça. Donc, quels sont les mots super importants pour apprendre ici? Les weights qu'on doit changer. Quels sont les hyperparamètres qu'on doit changer? Layers, je viens d'apprendre qu'est-ce que c'est ça. Les kernel, les strides. Les kernels, c'est les filtres. Les strides, combien de pixels on bouge. Les pooling pour réduire. L'activation, donc, quel est si on va utiliser ReLU ou non. Quelle est la régularisation qu'on va s'en servir et combien de batch sizes. L'autre chose qu'on doit s'inquiéter, overfitting et underfitting. Qu'est-ce que c'est ça? Si on met plusieurs couches avec plusieurs filtres, on sera capable de trouver toujours un chat, mais juste les chats. Ce n'est pas tous les chats. On a appris beaucoup sur l'image que tu avais envoyée, donc on avait un overfitting. On a plusieurs désinformations sur une image, on connaît juste ça. Et underfitting, ça veut dire qu'on n'a mis pas beaucoup de couches, on est généralisé, on ne sait pas comment découvrir quel est le résultat. Et le transfer learning, c'est super important de mémoriser ces mots. Qu'est-ce que c'est le transfer learning? On n'a pas besoin de refaire la roue. On connaît déjà les algorithmes, on peut prendre AlexNet, on peut prendre les ResNet, on peut prendre plusieurs choses qu'on a déjà et on fait le transfer learning. Ça veut dire, on va ajouter les images que vous voulez, et après ça, on va juste faire le fitting de tous les hyperparamètres qu'on vient de parler pour entraîner notre modèle. D'accord? Juste une minute pour montrer quelque chose à vous. Ici, c'est comme fonctionne en Python, par exemple. Donc, comment faire le fitting? Voilà, j'ai un modèle, j'ai dit, faire une convolution, 32 filtres avec un kernel size de 3 par 3, l'activation linéaire, l'input shape, c'est l'image, c'est juste le premier qu'on va faire ça. C'est une image de 28 par 28 en couche, ça veut dire grayscale, avec un padding. Vous vous souvenez? Les boundary issues, on va utiliser ici les same. Après ça, on applique un ReLU, max pooling. Après ça, convoleur, ReLU, max pooling, conv, ReLU, pooling. Et on va faire les full connect layer ici. Après les full connect layer, on applique les softmax. On a notre modèle prêt. D'accord? Je laisse aussi les liens disponibles à vous, des cours intéressants, des documentations intéressantes ici. Ça, by the way, je vais essayer de montrer pour... C'est super important. Laisse-moi juste cliquer ici. Mais je laisse les liens ici à vous, les links avec des matériaux, les livres les plus connus ici aussi. Et mon GitHub, je laisserai ma présentation jusqu'à demain, ces présentations avec les codes en Python, tout disponible à vous. D'accord? Laisse-moi juste montrer l'interaction ici pour vous. C'est super cool ça. Donne-moi un moment. Bon. Écoute, je vais prendre le lien ici. Et voilà. Donc, ici, vous pouvez voir un CNN qui roule dans vos images ici, automatiquement. Donc, quel est le temps, quelles sont les images, chaque feature détaillée ici. Donc, une fois qu'il a mis l'image, quels sont les weights, les gradients, quels sont les convolutions, les pools, les convolutions, les ReLU, les pools, les résultats, jusqu'à trouver la classification finale. Aussi, un autre super cool pour vous expliquer ça. Donc, ici, par exemple, on va voir, on a notre image ici, on va faire une image ici, d'accord? Donc, si je crée un 3 ici, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il applique ici tous les filtres. Après ça, il applique un full connect layer, parce que c'est tout le monde connecté à tout le monde. Et voilà, il est capable de dire quel est le numéro.
Si on fait ici, par exemple, vous pouvez voir comment fonctionne. D'accord? Tous les liens sont là disponibles et merci beaucoup à tout le monde. J'espère que j'ai eu l'opportunité de vous donner une explication de comment fonctionne les computer vision. Dans mon GitHub, vous pouvez me contacter, je peux donner mon courriel après. Merci beaucoup, Ino. Je ne sais pas s'il y a du temps de questions, sinon pour faire après, dans d'autres moments. Maintenant, je vous laisse avec Ino, qui donnera une fantastique présentation par rapport aux machine learning DevOps. Mais avant, tu as une question là. Est-ce qu'il y a un avantage d'appliquer les méthodes de featuring engineering pour réduire le nombre de features avant d'appliquer le CNN? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Et ça, c'est le concept. Lorsque vous commencez à utiliser les transfer learning, tous les algorithmes, vous serez capable de voir ici, par exemple, le loss training. Vous serez capable de voir combien de temps vous allez prendre pour traîner ton modèle à cause de plusieurs features que vous avez là-dedans. Si on fait les feature engineer avant, on va réduire la quantité des informations qui ne sont pas les nécessaires pour reconnaître l'image. D'accord? Parfait. Merci à toi. Mais sinon, bon, le lien est là. Après, on laisse disponible sur le GitHub, d'accord? Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Parfait.